L'histoire de Zach, c'est pas la seule. Et pour beaucoup de victimes, il est pratiquement impossible de faire reconnaître le caractère homophobe de leur agression. Oui, parce que depuis 2004, la loi permet d'aggraver les peines des violences homophobes. C'est pareil pour les violences racistes ou antisémites, mais c'est presque jamais utilisé. Officiellement, les institutions ne remarquent aucun phénomène. On a épluché les 300 dossiers qu'on avait, et dans la majorité des cas, la justice ne reconnaît pas l'homophobie, n'en débat pas dans les procès. Alors on a interrogé les institutions. Le ministère de l'Intérieur ne les compte pas, ces pièges. Le ministère de la Justice ne recense que 11 condamnations pour guet-apens homophobes ces 4 dernières années. C'est rien. Alors on a voulu interroger le porte-parole du parquet de Paris, Vincent Plumas. Au début, ce magistrat jure qu'il n'y a pas de problème. Il a tout juste admis que la justice pouvait omettre volontairement cette circonstance aggravante. Je vous laisse écouter Vincent Plumas. De nombreux magistrats du parquet peuvent se dire que si on obtient le même niveau d'aggravation avec une autre circonstance aggravante plus facile à objectiver, comme le port d'une arme, comme la préméditation, comme la réunion, s'il y a plusieurs personnes par exemple, on peut choisir telle ou telle circonstance aggravante en fonction de ce qui est le plus facile à objectiver. Et le fait d'avoir une victime qui nous dit « j'ai fait l'objet d'insultes homophobes » et un auteur qui nous dit « ça n'a pas été le cas », il y a un débat. Donc on peut faire un choix qui consiste à retenir la circonstance aggravante dont on se dit elle ne fera pas débat. C'est un choix qui peut aboutir chez les victimes à l'impression qu'on invisibilise les raisons pour lesquelles ils ont été victimes, mais ce n'est pas le but, ce n'est pas l'objectif. L'objectif est de trouver ce qui est le plus efficace en matière de réponse pénale et de répression pénale. C'est pas le but, mais dans tout ça, on oublie quand même l'homophobie. La justice, elle n'en parle pas, ou elle s'en remet en grande partie aux victimes. On leur demande de bien déposer plainte. On leur demande de surtout insister sur le caractère homophobe, pour espérer que le policier le prenne en compte. L'injonction, elle est louable, mais la réalité, elle est bien plus compliquée. En 2019, Frédéric a été agressé au Parc des Tuileries. Il est allé porter plainte au commissariat du 3e arrondissement de Paris. Commissariat dans le Marais, le quartier gai de la capitale. Un commissariat censé être exemplaire. C'est le premier qui dispose d'un référent LGBT. C'est une mesure mise en place 1 an avant par le gouvernement et c'est censé améliorer l'accueil des victimes. Le problème dans son histoire, c'est que de l'accueil des policiers à l'enquête menée, tout a été déplorable. Frédéric a accepté de venir raconter ce qui s'est passé ce soir. Je t'invite à me rejoindre. Merci Frédéric d'être venu ce soir. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé ce soir d'été aux Tuileries? Avec la même proposition, c'est que c'est à toi de choisir le niveau de détail que tu souhaites donner. Eh bien, un jour d'été, au mois d'août, je suis allé dans un restaurant pour me détendre, passer du bon temps. Je me baladais sur les quais de Seine et je décide de traverser les Tuileries. Il était tard, je rencontre une personne que je connais là-bas, à un endroit très visible, et on discute, on sympathise, on se connaissait déjà, et puis de fil en aiguille, je décide de le quitter au bout d'un moment, et je rencontre une personne qui vient droit vers moi en souriant. Et voilà, et je suis tombé dans le piège. Et le piège, c'est que tu as été agressé du coup dans le parc des Tuileries? Tout à fait. Donc, alors c'est vrai que cette personne m'a séduit avant de me massacrer en fait. Et j'ai marché avec lui, j'ai discuté avec lui. Il parlait pas le français, donc on se comprenait pas surtout, mais on a marché et au bout d'un moment. Il me donne un coup très violent et je tombe à terre. Et j'ai été, avant ça, j'ai eu un sifflement dans mon dos et qui m'a déstabilisé, qui m'a permis de me déconcentrer par rapport à faire attention, quoi, d'être vigilant. Comment tu as réussi à sortir de cette situation ?
Eh bien, difficilement. J'ai surmonté des épreuves très difficiles. Donc déjà, je me suis coupé du monde. Je me suis recroquevillé chez moi, tout en étant en contact téléphonique avec des proches. J'ai coupé les ponts avec ma famille parce que je ne voulais pas non plus rentrer dans les détails de comment ça s'était passé. Donc ça a été très compliqué. Et puis voilà. Et après, j'ai vécu des épreuves douloureuses de réinsertion de la vie. On parlait justement de ce commissariat dans lequel tu es allé porter plainte. Un commissariat qui, je le disais, était censé être exemplaire. Est-ce que l'accueil a été exemplaire et comment ça s'est passé ? Alors ça a été très compliqué parce qu'après avoir été hospitalisé à l'hôpital Cochin, j'avais une rage en moi qui me disait qu'il fallait que j'aille au commissariat parce que je ne voulais pas m'arrêter là. Et quand j'ai été accueilli effectivement dans le commissariat du 3e, on m'a escorté en fait jusqu'à un 2e commissariat et on m'a annoncé effectivement qu'ils avaient arrêté mes agresseurs, qu'ils avaient retrouvé mes affaires. Et voilà. Et ça a été un combat avec des policiers qui ne voulaient pas entendre le caractère homophobe. Pour eux, c'était un vol crapuleux et rien que ça, en fait. Et sur l'enquête qui a été menée, est-ce que ça a été simple ? Est-ce que l'enquête a été bien menée ? Pour moi, elle a été bâclée parce que j'ai bien vu déjà les personnes qui m'ont reçu dans ce commissariat. Pour eux, j'avais toujours 2 jambes, 2 bras et j'avais beau avoir des blessures sur le visage. Pour eux, c'était pas un caractère homophobe, quoi. C'était juste un vol crapuleux et ils voulaient entendre rien d'autre. Il faut savoir que dans l'histoire de Frédéric, il y avait des images qui ont capté l'agression. Ces images, les policiers ne les ont pas recherchées. Pour ça qu'on parle donc d'enquête bâclée, c'est que Frédéric, tu leur as dit qu'il y avait des images, tu leur as dit qu'il y avait des caméras, ils ne les ont pas recherchées. C'est Frédéric lui-même qui est allé solliciter les services de sécurité du Louvre, qui est mitoyen du parc des Tuileries, pour tenter de les avoir et qu'ils les transmettent à la justice. C'est la victime elle-même qui a mené sa propre enquête. On va regarder ces images. Attention, elles sont difficiles. Là, c'est le complice. Frédéric et son agresseur sont là. Frédéric, aujourd'hui, est-ce qu'ils ont été condamnés, ces 2 agresseurs ? Alors, ils ont été condamnés à 8 mois de prison ferme qu'ils n'ont jamais effectué, puisqu'ils sont dans la nature. Ils n'ont jamais été retrouvés. Et les infractions du type homophobe n'ont pas été retenues, donc ça a minimisé leur peine d'autant. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, toi, tu n'as pas pu savoir la raison pourquoi ils t'ont ciblé ce soir-là au parc des Tuileries. Ils n'étaient pas là au procès. Ils n'étaient pas là au procès. J'ai eu une confrontation au commissariat quand ils les ont arrêtés. Donc pour eux, il y avait une défiance vis-à-vis de moi. Donc mes agresseurs rigolaient, ricanaient, alors que moi j'étais frustré en fait. J'avais très peur et du coup, voilà, pour eux c'était une rigolade, quoi, une partie de rigolade. Il y avait une violence dans leur regard. Voilà, ils ont été relâchés et à ce jour, voilà, je pense que la justice n'a pas fait son travail et pour eux, voilà, c'était un détail, quoi, pour eux. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiens de cette histoire et des ratés de la police et de la justice ? Eh bien, j'aimerais que cette affaire puisse servir à d'autres personnes, d'être beaucoup plus vigilants, de combattre le système juridique qui est là pour ne pas vous aider, en fait, pas vous accompagner. Tout est bâclé, quoi. Tout est bâclé. Merci beaucoup. Je te laisse rejoindre ta place. Ok. L'histoire de Frédéric n'est pas exceptionnelle. Dans de nombreux dossiers, l'homophobie est totalement balayée, totalement invisibilisée. Les images d'agression que vous avez vues ce soir,
elles vous apparaissent révoltantes, terribles, violentes. Et pourtant, la justice les classe beaucoup trop souvent avec cette simple qualification « vol crapuleux ». Les agresseurs que vous avez entendus ce soir, vous pensez que ce sont des monstres ? Vous pensez que les préjugés qu'ils débitent pour justifier leur hyperviolence, c'est le fait d'une minorité des quartiers ou le fait d'une minorité d'extrême droite ? En réalité, le mobile de leurs actes, c'est quelque chose qui est largement partagé dans la société. Partout, certains dénigrent les LGBT, stigmatisent cette communauté ou minimisent l'homophobie. Dans les stades de foot, par exemple, au stade Vélodrome, je vous laisse écouter. Il faut tuer ces PD de Parisiens. Il faut les tuer. Il faut les tuer. Il faut les tuer. Il faut les tuer. Il faut tuer ces PD de Parisiens. Il faut les tuer. Il faut les tuer. Il faut tuer ces PD de Parisiens, donc. Ces chants-là, c'est presque chaque semaine dans les stades de foot. On a aussi ça au gouvernement comme homophobie. On a par exemple Caroline Cayeux, lorsqu'elle était ancienne ministre, qu'elle assumait son opposition au mariage pour tous, qu'elle jugeait contre nature. Et qu'elle l'assumait encore et encore, notamment sur Public Sénat. Oui, à l'époque, je maintiens évidemment mes propos, mais j'ai toujours dit que la loi, si elle était votée, je l'appliquerais. Puis je vais vous dire quand même que j'ai beaucoup d'amis parmi tous ces gens-là. Et franchement, c'est un mauvais procès qu'on me fait et ça m'a beaucoup contrariée. Elle est restée longtemps ministre. Et elle a démissionné pas pour ces propos-là, pas pour son opposition au mariage pour tous, mais pour une affaire financière. Cette homophobie, on la retrouve aussi au sein de notre police. Les images que vous allez voir, c'était en 2021, lors d'un contrôle de police à Porte de l'Archipel à Paris. Tu pars où? Je pars. Arrête de mettre des coups, poteau. Arrête de mettre des coups. Arrête de mettre des coups. T'encules personne. T'encules personne. T'es pas un homme, tu parles. T'encules personne. T'es pas un homme, tu parles. Personne. T'es un petit PD. T'es un petit PD. Petit PD que tu es. On a cette homophobie et on a tous les gens qui, tous les jours, se pressent pour promouvoir l'impunité ou fermer les yeux face à tous ces propos. On a par exemple l'ex-patron de la Fédération française de foot, Noël Le Graët, qui courait de plateau en plateau pour dire non, surtout, il ne faut pas arrêter les matchs lorsqu'il y a des chants homophobes. On l'écoute sur France Info en 2019. Vous demandez désormais donc aux arbitres de ne plus arrêter les matchs en cas de chants ou de slogans homophobes dans les tribunes, dès la prochaine journée. On a bien compris. Oui. Et de considérer effectivement que le football est homophobe et peut être l'image seulement d'homophobie en France, c'est quand même un peu fort de café. On a aussi la ministre Isabelle Rome, la ministre de l'égalité. La ministre de l'égalité qui, quand je l'ai interrogée l'été dernier, était incapable de qualifier les propos de sa collègue d'alors, Caroline Cayeux. Question simple que certaines associations posent, mais que je vous pose aussi. Comment vous qualifiez les propos de votre collègue Caroline Cayeux quand elle parle de ces gens-là ? Écoutez, je ne vais pas passer mon temps à comment... Comment vous les qualifiez, les propos ? Je vous réponds très fermement et très simplement, car je n'ai plus envie de répondre à cette question. Je me suis exprimée. Vous n'avez jamais qualifié les propos ? Je ne les ai pas qualifiés. Et moi, je suis la ministre au service de la République et des Français, et je ne suis pas là pour faire du... C'est impossible de dire que ce sont des propos homophobes, c'est impossible ? C'est impossible de dire que ce sont des propos homophobes ? C'est impossible pour la ministre de l'égalité. En 2023, cette homophobie, vous l'avez vu, elle est puissante, elle est omniprésente. Elle est dans nos vestiaires, dans nos écoles, dans nos familles. Certains minimisent, d'autres l'ignorent, et dans tous les cas, les LGBT subissent. Frédéric, Kevin, qui n'est pas là ce soir, Zach, ce sont des victimes parmi beaucoup d'autres. Des victimes d'agressions homophobes que, collectivement, nous ne savons pas, et peut-être, puisque nous ne savons pas, nous ne voulons pas prévenir. Ce sont les victimes d'un continuum d'homophobie quotidienne dans notre société qu'on ne veut pas voir et que nous ne savons pas enrayer. Ce que nous avons raconté ce soir ne concerne pas juste les gays victimes d'agression, c'est une affaire qui nous concerne tous.